Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Mathieu Trépanier et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'historien Julien Lehoux. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup Mathieu, puis vraiment merci pour cette invitation aujourd'hui à l'émission. Je suis vraiment honoré d'être ici à Notre Histoire en tête avec toi. Écoute, c'est vraiment un grand plaisir qu'on te reçoive aujourd'hui parce que pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore la joie de te connaître, je me permets de faire un petit pédigré comme je fais à l'habitude pour tous nos invités. Donc Julien, tu es diplômé de la maîtrise en histoire à l'UQAM, tu as gradué en 2021 et comme si c'était pas assez, tu t'es dit, tiens, je vais faire une deuxième maîtrise quasiment en même temps. Mais par contre, en muséologie, cette fois-ci, tu es en train de la faire, hein, c'est ça? Je suis en train de la faire. J'ai envie de dire, je suis en train de la finir, mais c'est pas vrai. Je suis juste en train de la faire. Je suis juste en train de la faire en ce moment, exact. Et tu travailles en ce moment pour un organisme éducatif qui s'appelle Je me souviens, c'est bien ça? Exactement, oui. Puis en fait, Je me souviens, c'est un programme qui vise à produire du contenu éducatif en lien avec l'histoire militaire du Canada puis du Québec pour les écoles. Donc, on parle principalement de faire des expositions itinérantes et virtuelles, des activités qui peuvent se faire en classe ou à la maison. Bref, notre mission, c'est vraiment de rendre le contenu le plus accessible possible pour les écoles et pour les professeurs. Et d'ailleurs, pour les personnes ou les organisations qui seraient intéressées, on va donner plus d'informations sur le programme Je me souviens en conclusion de l'émission et aussi, on va publier les liens sur nos réseaux sociaux avec grand plaisir. Julien, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui parce que ensemble, on va explorer un peu ton sujet de maîtrise et ton domaine d'expertise en tant qu'historien. Et ça, c'est l'histoire militaire canadienne. Et aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur l'histoire militaire de Montréal en particulier. C'est une chose intéressante parce que je pense qu'à notre histoire en tête, on n'a pas beaucoup exploré cet aspect-là de l'histoire montréalaise. Absolument. Ah bon? Absolument. Je suis très honoré d'ouvrir la voie, en fait. Parce que oui, pour tomber dans le vif du sujet, en fait, dans le cadre de mon travail, ça m'arrive souvent de visiter des manèges militaires dans la grande région de Montréal et de travailler avec les régiments là-bas. En fait, ça va être hyper cliché, qu'est-ce que je veux dire. Je m'en excuse d'avance. Non, je t'en prie. Mais vraiment, le fait de visiter ces manèges-là, pour moi, c'est vraiment un très grand privilège. Puis c'est durant l'une de ces visites au manège des fusiliers de Mont-Royal, sur l'avenue des Pins et proche du coin Saint-Denis, que je me suis mis à réfléchir sur la façon comment ça pourrait être intéressant de mettre un peu plus d'emphase sur ce patrimoine-là particulier qu'on a à Montréal. Ça, le manège militaire des fusiliers Mont-Royal là, que tu mentionnes, c'est l'espèce d'immense bâtiment qui a l'air d'un château fort médiéval. C'est exactement en plein milieu du plateau Mont-Royal. Exactement, oui. C'est vraiment intéressant parce que ces lieux-là, tu sais, on les voit, on passe devant, mais dans le fond, quand on n'est pas militaire ou quand on n'a pas d'affaires là, on n'a quasiment jamais l'occasion de rentrer là. En fait, on n'a jamais l'occasion de rentrer là. Non, exact. Puis en fait, pour l'anecdote, quand j'avais passé devant le château pour la première fois, je m'étais dit, c'est quoi cette affaire-là et tout? C'est tellement beau, j'aimerais tellement pouvoir rentrer. C'est beau, c'est un beau bâtiment. De l'extérieur, c'est magnifique, de l'intérieur aussi. Puis c'est vraiment par hasard, à cause de mon travail, que j'ai eu la chance de pouvoir le visiter. Donc, j'étais super chanceux, mais je m'étais dit, ça serait intéressant d'essayer de faire partager un peu l'expérience à autrui. Parce que, en fait, quand on parle de l'histoire militaire du Québec contemporain, on note, selon moi, un certain désintérêt. Je ne sais pas si tu as un ressenti un peu similaire. Oui, un peu, oui. Tu sais, j'ai l'impression que là, quand on parle de cette histoire-là qu'on a, c'est soit qu'on va parler des grandes résistances du Québec face à la guerre, ou plutôt qu'on va parler des fois nos petits moments de triomphe. Oui, c'est ça. Donc, des fois, on va parler, par exemple, le débarquement de Normandie. Il y a eu des régiments québécois qui ont participé au débarquement, qui ont gagné. Au niveau plus individuel, on va beaucoup parler de Léo Major. Oui, le Rambo québécois. C'est exactement ça que j'allais dire. On devrait faire une émission juste sur Léo Major. Une émission, on va te réinviter, Julien, l'année prochaine. Juste pour ça, s'il te plaît. Juste pour parler de Léo Major. Ben oui, je vais inviter mon ami Roy Dupuis aussi. Pourquoi pas?
le casting de rêve. Uh-huh. Mais c'est ça, fait qu'on va vraiment parler de ces moments-là de triomphe du Québec dans le fait militaire, mais en même temps, on va très parler aussi, on va beaucoup avoir une perception très négative de la guerre. Fait qu'on va parler, par exemple, avec raison qu'on a le droit d'en parler, la crise de la conscription, les désertions, toutes les questions d'internement. Puis quand on parle d'internement, c'est beaucoup des internements, par exemple, des personnes qui étaient opposées à la guerre, comme le maire Camillien Houde, plutôt que des minorités ethniques. En fait, c'est un héritage qu'on a qui est assez particulier. C'est un héritage qui aussi, malheureusement, toujours selon moi, fait quand même beaucoup abstraction à un patrimoine militaire qui est en réalité très, très développé. Oui, on le connaît peu, hein, c'est ça. Mais en fait, c'est là. C'est très là, puis c'est très étendu aussi. Parce que, tu sais, d'une certaine façon, Montréal, c'est pas une ville militaire comme Québec. Non, ouais, militaire à Québec, tu te promènes dans le Vieux-Québec, puis il y a du militaire absolument partout. Le Saint-Louis, par exemple, qui a encore leur mur, il y a encore cette connotation-là. Ils ont beaucoup aussi le 22e, le Royal 22e Régiment, pardon, qui ont une histoire qui est absolument populaire, qui est très connue, la citadelle et tout ça, exactement. Mais même si on n'a pas cette connotation-là militaire à Montréal, ça reste je pense qu'on est l'une des villes canadiennes avec le plus de manèges militaires sur son territoire. Ah oui, quand même. Je ne sais pas tout compter, mais je pense qu'il y a juste Toronto puis peut-être Ottawa qui sont comme égales avec nous autres. Donc, on a ce patrimoine-là qui est militaire, qui est présent, qui est absolument génial et qui, en plus, a plusieurs membres qui essayent non seulement de le préserver, mais aussi de le transmettre, notamment avec la préservation de leur manège militaire, mais aussi l'établissement de plusieurs musées régimentaux. Oui, puis tu parles des membres, tout ça, des manèges militaires. Donc, les manèges militaires, c'est des manèges qui appartiennent à des régiments. Donc, j'aimerais savoir, à l'heure d'aujourd'hui, à Montréal, une chose que personne ne connaît, c'est quoi le portrait des régiments montréalais aujourd'hui? Je dirais qu'en ce moment, on a 6 grands régiments à Montréal. On a 5 régiments d'infanterie et un régiment de blindés qui fait l'héritier des différents régiments de cavalerie qu'on avait à Montréal. Des blindés, oui. Oui, c'est ça, ils ont tous. Puis évidemment, tous ces régiments de cavalerie-là, après la Deuxième Guerre mondiale, ont tous fusionné pour devenir celui qu'on a présentement. On a troqué le cheval pour le char d'assaut aussi bien. Carrément, oui. Avec ça aussi, je pense qu'on a un régiment signaleur aussi avec à Westmount. Puis on a un régiment d'ambulanciers aussi, si je ne me trompe pas, sur le plateau Mont-Royal. Ben ça, c'est une découverte. Voilà, je te le dis. Tu iras visiter leur truc. Mais regarde, je le dis tout de suite, puis je ne vais pas faire de jaloux quoi que ce soit, mais j'ai fait un peu extraction de ces plus petites unités-là pour me concentrer sur les plus grands, parce que c'est vraiment les plus grands qui détiennent leurs manèges, des manèges qui sont maintenant quand même centenaires, en fait. Donc, pour cette présentation-là, j'ai eu la chance de pouvoir visiter 3 manèges montréalais. Le manège du régiment de Maisonneuve sur la rue Cathcart, le manège du Royal Montreal Regiment à Westmount, qui est, c'est pas techniquement montréalais. Hein. C'est pas techniquement montréalais, mais on va l'accepter. On va l'accepter pour les plaisirs de la chose, on va les inclure, même si ça risque de les fâcher. Puis aussi, comme je le disais un petit peu plus haut dans l'émission, j'ai pu visiter le manège des Fusiliers Montréal sur l'avenue des Pins. Et pour chacune de ces visites-là, j'ai eu la chance d'avoir été guidé par les directeurs du musée, ce qui m'a permis d'en apprendre vraiment beaucoup sur leurs histoires. En complément, j'ai fait quand même d'autres recherches aussi pour en apprendre davantage sur les autres régiments montréalais. Donc, les Canadian Grenadier Guards, les Royal Canadian Hussars, qui est le régiment de cavalerie que j'ai mentionné, et les Black Watch. Et en parallèle avec ça, ça m'a pu m'en faire découvrir un peu davantage sur certains régiments défunts, comme le Victoria Rifles. Célèbre Victoria Rifles. Ouais. Exact, oui. Grosse histoire, eux autres aussi. Absolument. Puis j'aurais vraiment voulu visiter les manèges pour tous ces régiments-là. Malheureusement, il y a eu des contacts. Heureusement, il y a eu des contacts qui ont été établis, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir aller visiter leur manège. On va t'inviter pour la prochaine saison de notre histoire en tête, Julien. Tu iras les visiter. Puis on va faire la deuxième partie de l'émission. Dis-moi, Julien, donc on peut... donc ça, c'est le portrait actuel, mais à partir de quand est-ce qu'on peut, disons, comment je dirais ça, retracer la généalogie de ces régiments montréalais au sens moderne? On pourrait dire à partir, en fond, des années 40. 1840. Ouais, après la rébellion, donc. Exactement. Ouais. À cette époque-là, il y avait un certain désir de la part des Britanniques de laisser le Canada se défendre par lui-même. Parce que, en effet, pour la Grande-Bretagne, défendre le Canada, ça coûtait extrêmement cher, considérant la superficie du territoire à couvrir. C'est sans mentionner aussi qu'on tombe à une période où est-ce que la Grande-Bretagne portait son attention vers de nouvelles conquêtes à travers le monde. Oui, les Indes en particulier, pays beaucoup plus riche que le Canada. En 1842, c'était aussi la première guerre d'opium en Chine. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était beaucoup de plaisir pour les Britanniques, pas pour les Chinois.
Sinon, Oui, c'est ça. Pas pour eux. Clairement, non. donc c'est vraiment durant la deuxième moitié du 19e siècle qu'on va voir apparaître en fait plusieurs régiments de milices canadiennes à l'intérieur de Montréal. Très rapidement, le Canadian Grenadier Guards en 1859, les Black Watch et les Victoria en 1862, Ouais. les FMR en 69. Fusilier Mont-Royal, hein, c'est ça. Oui, exactement. FMR. On Oui. va utiliser l'acronyme FMR pour aller plus vite. Ouais. Oui, totalement. Parfait. OK. Et aussi le régiment de Maisonneuve en 1880. En fait, tu parles de milices depuis tout à l'heure. C'est parce que j'en déduis qu'à l'époque, la force armée principale au Canada qui assure la sécurité, c'est l'armée britannique. C'est Oui, ça. exactement. Donc, les milices sont inféodées, c'est ça, à l'armée britannique, ou elles existent, ou coexistent, ou... Je dirais donc qu'ils coexistaient plus. Coexistaient, Dans le OK. sens que c'était vraiment la responsabilité du gouvernement fédéral de gérer les milices. Gouvernement fédéral qui était un peu... Ouais, le gouvernement de la province du Canada, Ouais, exact. l'ancêtre du gouvernement fédéral. Exact, OK, exact. intéressant. Puis en fait, avec la fondation de ces unités-là, il y a eu aussi, je l'ai mentionné tantôt, quelques unités de cavalerie qui vont être formées vers la fin des années 1870. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné, qui deviendront plus tard le Royal Canadian Hussars. Finalement, on peut aussi compter sur la formation du Battalion of Montreal Artillery en 1856, ce qui fait qu'avec 6 milices d'infanterie, ce régiment d'artillerie et les unités de cavalerie, Montréal était vraiment parfaitement apte pour se protéger des invasions ennemies. Oui, parce qu'il faut le rappeler, en fait, la deuxième moitié, grosso modo, du 19e siècle, disons, le 19e siècle, après les rébellions, c'est quand même une période où il y a une activité militaire là, au Canada. C'est pas, on n'est pas dans une période forcément de paix. Ben oui, exactement comme tu as dit, très rapidement, on peut évoquer les différents incidents frontaliers avec les États-Unis. Pour l'anecdote, mon préféré, c'est la guerre du cochon en 1859. Je sais pas si tu en as entendu parler un peu. Oui, mais on en reparlera de la guerre du cochon, je t'en prie. Ouais. C'est trop beau pour pas en parler. Hein. Bien sûr. On a aussi les raids feignants de 1866 à 1871, les fameuses rébellions Louis Riel. Oui, les rébellions métis. Il y avait aussi d'autres petits conflits mineurs avec les nations autochtones au courant du 19e siècle. Puis tout ça, c'est des conflits intérieurs. Il y avait aussi différentes opérations outre-mer qui se donnaient à l'époque en support avec la Grande-Bretagne. Ouais. Donc, encore une fois, rapidement, la guerre de Crimée de 53 à 56 au 19e siècle. Ouais. L'expédition d'Inil de 84 à 85, la guerre des Bourgs à la toute fin du 19e siècle. Et aussi, à l'occasion, ça arrivait que pour former des officiers dans l'armée canadienne, on les envoyait dans les Indes britanniques pour différentes opérations, le temps qu'ils se gagnent un peu d'expérience militaire et tout. Donc, c'était courant d'envoyer des gens dans l'armée britannique, en fait, pour en faire des officiers supérieurs? C'est difficile à dire. Je ne sais pas à quel point c'était courant, mais c'était une pratique qui a duré quand même jusqu'à quand même assez longtemps. Je me rappelle, par exemple, c'est Dollard Ménard, qui a été commandant des fusiliers Mont-Royal pendant le raid de Dieppe, qui a fait sa formation pendant quelques années en Inde. Il a mené une expédition, je pense qu'il y avait dans les frontières entre l'Inde et l'Afghanistan, je ne me trompe pas. Parce que Arthur Curry aussi avait été envoyé en Afrique du Sud, il me semble. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Oui, exactement. Et donc, là, tu parlais de ça, mais donc, on est encore à l'époque dans une armée de recrues, mais volontaire. On est dans du volontariat, là. Hein? Est-ce qu'on arrive à recruter du monde au Canada? Honnêtement... Parce qu'il y a peu de monde dans ce pays, quand même, à cette époque-là. Ouais, ils sont où les gars à cette époque-là? Mais c'est pas les mêmes proportions, par exemple, de la milice de Maisonneuve, parce que c'était genre 10 gars avec un mousquet puis ils se partageaient à 10, tu sais. En fait, selon ce qui a été rapporté dans les livres régimentaires, le recrutement durant la période avait l'air de se porter généralement bien. Par exemple, à sa fondation en 1869, on va mentionner chez les fusiliers Mont-Royal qui détenaient 24 officiers, 240 sous-officiers quand même. Et soldats aussi, et quelques musiciens, je pense une quinzaine environ. Il y a des proportions similaires aussi des années plus tard avec la fondation du régiment de Maisonneuve, où est-ce qu'il va rapporter eux autres d'en avoir 26 officiers, 252 soldats et des musiciens parmi ces rangs. C'est à peu près pareil, oui. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'était quand même plein d'effectifs environ. Puis sinon, en fait, vraiment un signe d'une bonne vitalité des effectifs. Il y a des moments où est-ce que les Victoria Rifles et les Black Watch vont tous les deux être mobilisés pour combattre l'invasion feignane lorsque des troupes vont passer la frontière et s'approcher proche de Montréal en 1866 et une nouvelle fois en 1870. Ouais, un drôle d'épisode militaire quand même dans l'histoire canadienne. Et d'ailleurs, je rappelle, je fais une petite parenthèse, Julien, si tu le permets. Bien sûr. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait une émission sur les Fenians avec l'historien Laurent Busseau, donc à retrouver sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, Laurent nous avait raconté un truc intéressant, c'était quand il y avait eu une parade militaire sur le Champ de Mars suite aux Fenians. C'était la première fois qu'une milice canadienne paradait avant l'armée britannique. Ah, ça, je ne savais pas. C'était la première fois, donc c'était assez intéressant. Ben oui, totalement. Oui. Et donc, mais c'est quoi le quotidien
Julien, des milices à cette époque-là? Parce qu'il n'y a pas tout le temps, il y a pas tout le temps la guerre, là, si j'ose Non. dire. C'est ça. Non, ça, Ils font quoi quand il n'y a pas la guerre? Ben, comme tu as mentionné, naturellement, les opérations militaires, Ouais. c'était pas leur quotidien. Mhm. Plus souvent qu'autrement, ben, les unités s'afféraient à d'autres activités. OK. Comme ce sont des troupes irrégulières, hein, ça veut Mhm. dire c'est des soldats, c'est des hommes qui avaient leur emploi régulier Mhm. et qui faisaient l'armée vraiment littéralement à la fin de semaine. Donc, ben, c'était vraiment, tu donnais 1 ou 2 journées par semaine pour des exercices quelconques en Mhm. pleine ville. Puis, une fois par année, il y avait un camp d'entraînement de quelques jours qui se donnait en région. Ah oui, en pleine ville, hein? Ah oui, oui, oui. Incroyable. Il y a des photos comme ça des grenadiers au parc Jeanne-Mance Ah oui. à la fin du 19e siècle où ils reconstituaient des batailles ou des choses comme ça. Ça a duré jusqu'au milieu du 20e siècle. Oui, Ouais. mais comme on en fait, pas plus tard que la semaine passée, c'est en faisant des recherches que j'avais trouvé des photos du régiment Maisonneuve qui Mhm. faisait l'exercice militaire en plein champ de Mars, je pense dans les années 50 environ. Ça a Mhm. duré pendant très longtemps, Ouais, très ce longtemps, type ouais. d'exercice-là. Puis d'ailleurs, je le mentionne rapidement, mais ce type d'horaire-là, de quelques jours par semaine et tout, c'est encore une structure que les forces de réserve dans les armées Dans la canadiennes, réserve, ouais. on l'utilise encore aujourd'hui. Mhm. Puis sinon, ben oui, ils faisaient leur entraînement, des exercices de tir et ainsi de suite. Mais souvent aussi, les régiments faisaient beaucoup de compétitions entre eux. OK. Ça formait une espèce d'esprit de corps, Mhm. une identité parmi les soldats, puis une compétition entre les régiments. Puis c'était des compétitions qui étaient extrêmement diverses, comme ben, naturellement des compétitions de tir, il y avait de la lutte amateur, des Mhm. parcours d'endurance ou de sport, comme la balle molle puis les quilles. Des activités extrêmement militaires. Hey, Mathieu, les quilles, là, ça est revenu tellement souvent quand je faisais Sans ma blague. recherche. Ah oui, sans Ben blague. genre, quand je visitais les manèges, c'était genre les messieurs qui me parlaient, qui me disaient genre, Uh-huh. regarde, ça c'est notre trophée de quilles qu'on a gagné en 1933 et tout. Puis la recette Écoute. allait dans un autre manège, puis il parlait de genre, on a un atelier de quilles qu'on a dû rénover. Mais Les quilles, c'est important. Tout pour renforcer l'esprit de corps et défendre le pays. Jouer au quilles. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'armée canadienne pour que les quilles soient aussi populaires que ça, mais c'est là. OK. Donc, et Donc, voilà. à part jouer au quai, là, j'imagine que les milices canadiennes devaient remplir des... On en avait parlé un petit peu avec l'historien Laurent Busseau, mais Mhm. ils remplissaient aussi des fonctions de police. Oui, Ouais. effectivement. Ben, naturellement, quand il y avait une occasion spéciale qui se Mhm. présentait en ville, comme une personne d'importance, Ouais. la royauté britannique ou une Mhm. personnalité publique quelconque, ou s'il y avait une cérémonie, c'était souvent l'armée qui s'occupait de faire la garde. OK. Servait Euh, d'escorte, c'est ça? Exactement, Ouais, OK. oui. Mhm. Souvent, s'il y avait des parades militaires aussi, ben, l'armée était Mhm. mobilisée pour ça. Mais c'est comme tu as dit, à l'occasion, le rôle pouvait aller quand même plus loin. Mhm. En faisant de la recherche, encore une fois, je me suis rendu compte que les fusiliers Mont-Royal ont été appelés quand même à quelques occasions pour épauler la police à mater des différentes manifestations organisées par les communautés irlandaises et orangistes en pleine Les ville. orangistes. Les Mais oui. orangistes. Mhm. Puis même à quelques occasions, le FMR et le Victoria Rifles vont même aller jusqu'à Valleyfield pour aller calmer Pour des calmer émeutes. les émeutes. OK. J'ai fait mon cégep à Valleyfield, je confirme que ça brasse. Ça brasse. Ça brasse à Valleyfield. L'émeute n'est jamais terminée Mhm. encore. C'est quoi l'organisation militaire à cette époque-là, Ben, de ces régiments-là? Comme je mentionné tantôt, Mhm. c'était principalement, naturellement, les milices, c'était sous la régie du gouvernement fédéral. Mhm. C'est eux autres qui leur donnaient leurs directives, c'est eux autres qui leur donnaient leurs ordres. Mais sinon, day-to-day, au quotidien, l'organisation puis le financement était quand même, selon mon interprétation, quand même très décentralisé, puis beaucoup laissé aux officiers supérieurs. Mhm. Donc, avec le régiment de Maisonneuve, par exemple, tout ce qui était en lien avec l'établissement d'un drapeau, d'un chant, acheter des uniformes, acheter des armes, avoir un corps de musique, tout ça est laissé à l'initiative et surtout au financement de riches bourgeois francophones de la région qui étaient souvent du même coup des officiers eux-mêmes. Ah oui, OK. Puis c'est la même chose aussi, en fait, chez les régiments anglophones, par Mhm. exemple, surtout dans les unités de cavalerie, où est-ce que cette tradition de prestige chez les unités de cavalerie, où beaucoup de riches financiers, comme par exemple James Ross, qui est connu pour la construction du chemin de fer à travers le pays, ou le futur premier ministre Jean Labotte, ont eu des postes militaires, parfois honorifiques, ou dans le cas de Jean Labotte, des fois c'était même... Je pense qu'il a même participé à certaines opérations militaires. Ouais, les postes militaires honorifiques à la tête de régiment, c'était un truc de la bourgeoisie. Le maire Coursol de Montréal, par exemple, avait une commission d'officiers. Le beau monde avait souvent une commission d'officiers quelque part dans un régiment. Mais oui, c'est intéressant. Et là, Julien, je me permets de faire un bond dans le temps parce que justement, l'émission avance. On se retrouve donc à la fin du 19e, au tournant du 20e siècle. Et là,
C'est une époque de très, très grands changements dans le monde militaire au Canada et à Montréal. Oui, exactement, parce qu'avec le tournant du siècle vient naturellement un réinvestissement dans l'armée qui Mhm. va se traduire avec la création de nouveaux régiments, la Mhm. construction de manèges et une réorganisation générale des unités. En fait, beaucoup d'unités vont changer de nom. Il y a une professionnalisation, on pourrait dire? Oui, carrément, Ouais, OK. parce que le gouvernement fédéral va prendre de l'expérience, va Mhm. prendre, il va prendre de l'expérience carrément. Ça va aussi se transmettre dans l'armée. Mhm. Puis, notamment, à Montréal, on va voir apparaître de nouvelles unités de cavalerie et un nouveau régiment d'infanterie, le 58 Westmount Rifles, qui est naturellement basé à Westmount, Mhm. et qui va devenir par la suite le Royal Montreal Regiment en 1920. Puis vraiment, tout ça va rentrer dans un contexte où est-ce que l'armée se prépare au changement de siècle, Mhm. mais c'est une espèce de préparation qui se voit aussi ailleurs en Europe avec Ouais. tous les grands courants de militarisation qui va culminer avec, on le sait bien, la Première Guerre mondiale. Et en général, la mémoire du Québec concernant la Première Guerre mondiale, corrige-moi, Julien, si je me trompe, mais elle se concentre principalement sur la crise de la conscription en 1917. Oui, Ouais. exactement. Oui, bien, en Mhm. incluant particulièrement les émeutes de Pâques. En fait, Mhm. dans le narratif qui s'est construit au fil des années, c'est très connu que la Première Guerre mondiale était particulièrement impopulaire au Québec. Mhm. Puis ça s'est reflété avec le taux de recrutement des Canadiens français, Mhm. qui était très, très bas en comparaison des communautés anglophones Mm. dans les premières années de la guerre. Mm. En fait, selon des données que j'ai trouvées avec le Musée canadien de la guerre, par exemple, il y avait quelque part comme 4 à 5 de Canadiens français qui sont enrôlés en comparaison des 14 ou 15 Mhm. de Canadiens anglophones. Ouais. Si les Canadiens français avaient moins de liens familiaux aussi, Ben, contrairement aux beaucoup, Canadiens anglais qui avaient du cousinage ou même plus proche encore dans les îles Oui, mais britanniques. je pense que beaucoup de nouvelles recrues, par exemple, c'était des personnes qui étaient immigrantes, fraîchement Oui, immigrantes c'est de la ça. Grande-Bretagne qui C'était des arrivaient au Britanniques, Canada. en fait. Ouais. Il y avait beaucoup cet Mhm. appel-là. Mais par contre, je vais apporter une certaine Ouais. nuance, c'est que, à part une courte période en 1914 et 1915, où est-ce que la guerre était encore relativement populaire, puis on s'imagine encore que la guerre allait être rapide, Mhm. le recrutement pan-canadien n'a jamais été particulièrement excellent. OK, même chez les Canadiens anglais, hein? Ah Vraiment, oui, non, OK. vraiment pas tant que ça, en fait. Mhm. De 1916 et 1917, tous les Canadiens de toutes les provinces vont généralement préférer de rester dans leur champ ou dans leurs usines pour travailler que d'aller dans une guerre qui semblait pas vouloir se terminer puis qui semblait en plus être assez meurtrière. Mm. En fait, à part dans des régions éloignées sans grande perspective d'emploi, le recrutement était vraiment bas. Mm. Je paraphrase l'historien Desmond Morton, mais c'était vraiment plus facile d'aller recruter un jeune homme en Gaspésie qu'à Montréal. Ouais, les gens à Montréal avaient une job, là, tu sais, Mais il y avait ils autre ont chose pas- à Ils n'ont faire. pas le temps pour aller à la guerre. Oui, oui. Exactement. Mm. Puis comme de fait, en fait, quand il y a eu des recruteurs qui vont se rendre dans la métropole pour recruter des troupes en 1917, ils vont rencontrer une foule pas hostile, mais complètement indifférente. Puis la collecte pour cette période de recrutement-là va résulter à 97 nouvelles recrues, que c'est pas fort. C'est absolument personne. C'est comme une après-midi au centre-ville, au coin de Sainte-Catherine. Je vais apporter une Ouais, nuance, par contre. Parce qu'en me basant sur les livres régimentaires, Mm. bon, pas sous ces mots-là, mais ils vont l'admettre que oui, le taux était vraiment bas, Mm. mais ça semblait pas être perçu comme étant particulièrement problématique ou particulièrement, genre, honteux. Mhm. Selon les livres régimentaires du FMR puis du Maisonneuve, les deux régiments francophones, Ouais. on va admettre que oui, OK, le taux était vraiment, vraiment bas, mais on souligne qu'il a été très en mesure de fournir le front en hommes. Mm. Le Maisonneuve, par exemple, va fournir à lui tout seul quelque chose comme 1300 nouvelles recrues durant toute la guerre. OK, quand même. C'est pas un chiffre à tout casser, là. Non, ouais. Tu sais, 1300, c'est... à Vimy, c'est un après-midi de temps. Mhm. Mais c'est pas terrible non plus, considérant que le Royal 22e Régiment pouvait avoir jusqu'à 1200 personnes au front, Mhm. puis qui a été renouvelé 5 fois durant la guerre. Ah oui, OK. Renouvelé, je laisse l'implication là. Mhm. Mhm. Sinon, parlant de ça rapidement, tous les régiments montréalais vont participer au conflit, mais à des degrés divers. Ouais. Chez les francophones, ça avait l'air de quoi? Les francophones, c'est comme j'ai mentionné avec le Mm. FMR et la Maisonneuve, leur rôle était surtout de fournir le 22e en hommes. Ah, OK. Vu que puis aussi, il y avait des garnisons de protection à Montréal en cas d'une invasion ennemie Mhm. au Canada. Ça peut arriver. Chez les régiments anglophones, eux autres, on va beaucoup plus voir l'action en tant qu'unité. Mhm. Puis en fait, mais malgré cette différence-là, tous les régiments montréalais vont tous Mhm. avoir les honneurs de bataille pour Ypres, Festivaire, Le Mont-Sorel, Verdun, La Mhm, Somme, Vimy, Vimy, ouais. Passchendaele, bref, j'en passe. Fait que si tout le monde n'a pas participé de la même façon, Mhm. tout le monde va quand même avoir les mêmes honneurs de bataille à la fin. Puis pour la Deuxième Guerre mondiale, ça va être quoi le portrait de ça? Le portrait va être quand même assez différent, en OK. fait. Parce que comparativement à la première, la deuxième a été un départ assez lent pour l'armée Mhm. canadienne. OK. Le Canada, c'est connu, a été très rapide pour déclarer la guerre à l'Allemagne en 1939, Mhm. mais va tarder à s'impliquer dans les combats
jusqu'en 1942 environ pour, différentes régions. Ouais. Il y a eu la bataille de Hong Kong en 41, mon sujet de maîtrise, mais ça s'est pas bien terminé. Puis sinon, à part de ça, il faut attendre jusqu'au 19 août 1942 pour voir de l'action du côté des régiments montréalais. Le 19 août, les Britanniques et le Canada vont mobiliser une grosse force d'assaut sur le port français de Dieppe. Le plan est de faire une attaque hybride par la mer, par les airs et par la terre pour déstabiliser les Allemands en garnison. Vraiment, le but, c'est de débarquer là, tout casser et repartir. Ça s'est mal passé. Ça s'est vraiment mal passé. Il y a eu 3 régiments montréalais qui sont rendus là, les Black Watch, le FMR et le Maisonneuve. Et ça a été un massacre. Ouais. Ça s'est vraiment mal passé. Et vraiment, tous les régiments, à part le Maisonneuve qui était en réserve à ce moment-là, ont vécu des dommages absolument terribles. Le FMR, par exemple, il y a un taux de perte de comme 87%. C'est terrible. Ouais. Puis je me permets de faire une petite pub rapide, mais je me souviens, on a fait une exposition là-dessus. J'ai entendu ça entre les branches. Une expo virtuelle, OK. C'est surtout pas moi qui l'ai conçu. Okay. Oui, une expo virtuelle puis une expo itinérante aussi. Okay. On en reparlera en conclusion de l'émission. Puis après Dieppe, donc, il y a d'autres faits d'armes dans lesquels les régiments montréalais vont se distinguer. Il faut vraiment attendre jusqu'au débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, pour voir les régiments montréalais sur le champ de bataille. Normandie en tant que tel, c'est surtout les régiments de blindés qui ont participé, ils ont fait la reconnaissance, si je ne me trompe pas. Mais sinon, pour le côté de l'infanterie, c'est pendant la grande campagne de Normandie, où est-ce qu'on va voir les FMR, le Black Watch, le Canadian Grenadiers et le Maisonneuve qui ont participé notamment à la capture de Falaise, la Falaise qui va marquer la fin de la campagne de Normandie. Puis par après, toutes les unités montréalaises vont toutes être transférées dans différents coins de l'Europe, notamment la Belgique et les Pays-Bas pour la libération. Je pense qu'aussi certains régiments qui vont se rendre jusqu'en Allemagne pour aller combattre jusqu'à la fin de la guerre, en fait. Donc, naturellement, les 2 guerres mondiales... C'est les périodes intenses, là. C'est les gros points forts de l'armée canadienne. Oui, après ça, on va participer à d'autres opérations militaires. On peut citer très rapidement la guerre de l'Afghanistan, qui s'est terminée, ça a quand même maintenant quelques années. Mais sinon, l'armée canadienne va beaucoup participer à des opérations au sein du territoire. Donc, à Montréal, par exemple, c'était durant la crise du verglas. La fameuse crise du verglas. Oui. Où est-ce qu'il y a beaucoup de soldats qui vont être mobilisés pour l'alimentaire. Puis je pense que les manèges étaient aussi ouverts pour le public qui avait perdu du courant. Et sinon, tout dernièrement, il y a beaucoup de régiments montréalais qui ont été mobilisés dans les CHSLD durant la crise de COVID-19, en fait, pour épauler le personnel de santé. Absolument. Mon cher Julien, on arrive à la fin de la première partie de l'émission, donc je te propose de prendre une petite pause musicale de quelques minutes et on va se retrouver tout de suite après pour la deuxième partie où on va parler plutôt du patrimoine que nous ont laissé les régiments montréalais à Montréal. Fais semblant de les éviter.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission enregistrée depuis les locaux de la Société historique de Montréal, Place Jacques-Cartier. On vient d'entendre une toune d'un groupe montréalais qui s'appelle Les Passagers et leur chanson qui est justement intitulée La guerre, une suggestion de Julien Lehoux. Merci beaucoup, Julien. Mais parenthèse musicale mise à part, donc on replonge ensemble dans cette histoire et ce patrimoine militaire montréalais. Donc, Julien, si on revient, disons maintenant, pour cette deuxième partie de l'émission sur un théâtre d'opération plus strictement montréalais, les régiments nous ont donc laissé un important patrimoine bâti, notamment, puis patrimoine culturel. On en parlait en début d'émission. Oui, exactement. En fait, les régiments détiennent une présence très ancrée dans la ville depuis leur fondation, qui s'est traduite dans un patrimoine militaire très fort et très développé. Et selon moi, c'est indéniable que la marque visuelle majeure de ce patrimoine se trouve via les manèges militaires. En fait, si le Montréalais moyen n'a peut-être pas conscience de l'histoire militaire de sa ville, ben, il risque tout de même de le côtoyer quotidiennement. Ouais. Surtout, les manèges ne sont pas du tout cachés. Non, c'est ça. On les voit là, dans la ville là, quand on se promène. Ouais. Ben oui, ben, des fois, ils vont être fermement ancrés dans leur quartier, comme le FMR ou le RMR, ou des fois, ils vont être au beau milieu du centre-ville, comme le Black Watch ou le Maisonneuve. Ouais. Puis même dans le Mont-Royal, il y a un manège militaire. Celui du Royal Canadian Hussars sur le chemin de la Côte des Neiges est proche de l'Oratoire Saint-Joseph. En fait, j'ai envie de dire que les manèges aujourd'hui ont une double fonction. Ils ont une fonction qui est militaire et une fonction qui est patrimoniale. Ouais. La première fonction est évidente. Depuis leur fondation, les manèges servent aux régiments dans leurs activités. C'est des lieux d'entraînement. Oui, c'est ça. Peux-tu nous dire, Julien, qu'est-ce qu'on fait dans un manège militaire? Donc, tu dis c'est des lieux d'entraînement. C'est des lieux d'entraînement. Oui, donc on s'entraîne, parfait. C'est des lieux d'entreposage. C'est là qu'ils vont mettre leur équipement, leurs fusils, et ainsi de suite. C'est là aussi que les officiers vont se rencontrer pour gérer toutes les affaires quotidiennes du régiment que le gouvernement n'a pas besoin de s'ingérer. Et c'est là aussi qu'à l'occasion que les troupes vont dormir. Ah oui? OK. Très occasionnellement, vu qu'ils viennent souvent juste le soir dans une fin de semaine, ils ne vont pas rester pour la nuit, en fait. C'est quand même plutôt rare. Par après, c'est ce que j'appelle la fonction patrimoniale du manège, qui va arriver vraiment au fur et à mesure que les régiments ont évolué au fil des années et, soyons honnêtes aussi, au fil des guerres. Ouais. Donc, concrètement, on va le voir avec l'accumulation d'objets qu'ils ont. Ça va être des uniformes de toutes les époques, ça va être des médailles, ça va être des pièces d'équipement, des photos et du butin de guerre. Et en retour, tous ces objets vont se retrouver au sein des manèges où ils vont être exposés pour les visiteurs et protégés pour la postérité. Et comment est-ce que ces manèges, ceux que tu as mentionnés, donc, qui existent dans la ville de Montréal, comment est-ce qu'ils apparaissent? En fait, ils apparaissent vraiment au fil des années. Ils n'apparaissent pas dès la fondation des manèges militaires. En fait, au contraire, dès la fondation du premier régiment montréalais, ceux-ci devaient, puis on l'a mentionné en première partie de l'émission, devaient vraiment souvent conduire leurs activités et leurs exercices dans des places publiques. Donc, dans des parcs ou même aussi en campagne. On peut s'imaginer que c'était pas évident pour les troupes régulières. Ouais. On peut aussi s'imaginer que c'était pas la cohabitation entre les militaires et le voisinage n'était pas être super facile. En milieu urbain, oui, j'imagine que non. T'imagines-tu, t'essaies d'aller travailler puis t'as un régiment devant toi qui s'entraîne, là? Quand même, hein. C'était la normalité, c'était l'habituel à cette époque-là. C'est incroyable. Exact. Ouais. Puis, en fait, oui. Fait que c'était pas évident pour s'entraîner. C'était pas non plus évident pour entreposer leur équipement. D'ailleurs, pour l'anecdote, jusqu'au 19e siècle, il y a plusieurs des régiments qui vont entreposer leurs fusils et leurs uniformes dans les greniers du marché Bon Secours à Montréal. Même chose aussi pour les rencontres d'officiers qui se faisaient soit dans les locaux du marché Bon Secours ou des fois dans la maison de n'importe qui était disponible ce jour-là. Ah oui, carrément. OK. Pour pallier à ce manque d'espace-là, on va construire en 1888 un drill hall qui va s'appeler le Armory Arsenal au 175 sur la rue Craig. Donc, je fais une petite parenthèse. Il a été démoli pour la construction de l'autoroute Ville-Marie. Ouais. À la fin des années 50, début 60. Oui, exactement. Il y a beaucoup de Montréalais, disons des vieux de la vieille, là, qui se souviennent de cet endroit-là. Mais oui, OK, je te laisse aller. Non, mais c'est exactement. Puis dans le fond, ça a été construit vraiment comme un plaster pour guérir un bobo. Dans le sens que c'était juste un bâtiment pour une demi-douzaine de régiments. Je vais paraphraser ce que disait un officier du FMR au 19e siècle. Ça faisait le travail, mais c'était pas une solution à long terme. Okay. Donc, ils vont construire le drill hall et très rapidement par après, il y a beaucoup de régiments qui vont essayer de construire leur propre manège militaire en demandant au gouvernement fédéral de les supporter là-dessus. Donc, on va assister à deux grandes vagues de construction. La première, c'est avant la Première Guerre mondiale, à la toute fin du 19e siècle. Je l'ai mentionné encore une fois en première partie de l'émission.
Et la deuxième période, c'est durant l'entre-deux-guerres. Durant la première période, ça va arriver dans un moment où le gouvernement fédéral va lancer un grand projet d'expansion de la milice qui va impliquer un remaniement général des troupes, mais aussi la construction de nouveaux manèges. C'est dans ce contexte-là que 3 régiments montréalais vont recevoir leur manège, le Black Watch en 1906, le FMR en 1911 et le Canadian Grenadier Guards en 1914. Je dis ça, puis il ne semblait pas avoir d'ordre établi sur la construction des manèges. Ouais, c'est-tu un programme gouvernemental clair ou est-ce que... Comment ça se passe? Ben, c'était vraiment c'était un programme gouvernement qui était clair à l'échelle pan-canadien, OK. mais comme ça, Mathieu, j'imagine que tu peux en faire l'expérience. Comme n'importe quelle demande de subvention, tu fais ta demande puis tu croises les doigts que tu l'as. Ah oui, donc tu es en train de me dire que les régiments, ils devaient démarcher eux-mêmes pour avoir des manèges pour eux. C'était, Ah oui, OK. C'était vraiment ça. Ça venait pas d'en haut, ça venait d'en bas. Là. Ça venait d'en bas. Mettons, OK. c'était eux autres qui allaient voir le gouvernement ou des fois la ville ou d'autres instances qui leur disent écoutez, on a vraiment besoin d'un manège. Y a-tu des moyens de faire débloquer ça? Incroyable. Il y en a qui vont être chanceux, comme par exemple le Victoria Rifles et le Royal Canadian Hussars durant cette période de l'entre-deux-guerres, plus précisément entre 1925 et 1938, dans cette grande période de construction de manège à travers tout le Canada, vont recevoir leur manège. Puis il y a d'autres régiments qui sont vraiment malchanceux. Plus précisément, le régiment Maisonneuve, ah oui? OK. qui va tenter, dès sa fondation en 1880, il va vraiment tenter d'avoir son manège. Ouais. Puis ça va pas fonctionner pendant plusieurs années. OK. Il va y avoir plusieurs tentatives. Je peux citer super rapidement, mais Ouais. par exemple, en 1929, tu as la ville d'Outremont qui va offrir au régiment un terrain à l'angle des rues Rockland et North. Mais il y a un problème d'organisation dont je n'ai pas les détails malheureusement qui va empêcher la construction. En 1934, il y a un autre projet qui va se faire sur les rues Chapelot et Rachel, mais il y a une manifestation citoyenne qui va être organisée par l'Église du coin puis qui va mettre un frein au projet. Quand on parlait de cohabitation, c'est un exemple, par exemple. Oui. En 1937, on dirait que c'est la dernière tentative qui sera la bonne. Le gouvernement fédéral va donner un budget de 100 000 pour la construction d'un nouveau manège qui devait inclure une salle d'exercice, une salle de tir, des salles de cours et des allées de quilles. Les fameuses allées de quilles. Les allées de quilles étaient là. Décidément, c'est un staple militaire, C'était ça veut dire. Vraiment important. C'était très important, les quilles. Puis là-dessus, tous les rapports, mettons, que le régiment mentionnait étaient vraiment optimistes à l'aboutissement de ce projet-là. Mais le projet va lui aussi échouer quand le gouvernement fédéral va sortir un nouveau budget l'année suivante et la subvention va être mystérieusement supprimée. OK. Il faut vraiment attendre à la dissolution des Victoria Rifles en 1965 que le régiment Maisonneuve va pouvoir déménager dans le manège de la rue Cathcart, mais à condition qu'ils poursuivent la lignée des Victoria Rifles. Ah, OK, donc ils ont succédé d'une certaine manière. OK. Ouais. Et qu'en est-il du Royal Montreal Regiment? Ben, eux autres, ça fait partie des régiments les plus chanceux parce que ça n'a vraiment pas pris de temps pour eux autres d'avoir leur manège. Quand je mentionne, ils ont été fondés en 1914 pour la Première Guerre mondiale. Et quelques années plus tard, et une guerre mondiale plus tard, ben la ville de Westmount va leur donner un terrain au loyer symbolique de 1 $ par année, qui est une pratique qui est très connue, on le sait bien. Bon deal. Très bon deal, exact. Puis je pense que ce loyer-là est encore en vigueur aujourd'hui. Et en 1920, le régiment va fonder une association pour rassembler les fonds nécessaires pour la construction. La municipalité et plusieurs donateurs privés vont réussir à ramasser les fonds nécessaires, 180 000 $. Quand même, une grosse somme. Hein, c'est vraiment une très grosse somme et ça n'a vraiment pas pris tant que quelques mois après qu'ils commencent les travaux, le manège est ouvert et le régiment peut les occuper encore jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une petite fierté du régiment de savoir que c'est un des seuls régiments de la ville de Montréal qui ont pu construire leur manège sans des fonds du fédéral. Donc, c'est en fait c'est ce qui explique, si je comprends bien, une espèce d'inégalité dans l'apparition des manèges militaires. C'est que chaque régiment a la responsabilité de faire financer son propre manège. Donc, ceux qui ont accès au capital, comme les anglophones de Westmount, eux autres, ça va, ça se fait ériger assez vite. Oui, mais quoi que pour justement le capital Westmount, c'est pas le fédéral qu'ils ont financé. Je pense qu'ils ont donné un peu d'argent par leur levée de fonds, mais c'était pas le fédéral qui ont fait, OK, voilà votre 100 000. Puis non, c'est ça, c'est le capital privé, en fait. Exact. Oui, c'est ça. Oui, OK. oui, là-dessus, oui. Et il y a un truc très intéressant, Julien, dont tu parlais, dont on va évoquer dans l'émission, c'est en plus de la question patrimoniale, parce que là, on parle des manèges militaires sous l'angle du patrimoine bâti, mais il y a une espèce de patrimoine culturel aussi, patrimoine historique, qui sont finalement dans ces mêmes manèges militaires, les musées, en fait. Exact. C'est des espaces muséaux. Oui, puis je vais faire la mention tout de suite. Ouais. Quand on parle de ces musées-là, c'est pas des musées comme on les connaît aujourd'hui.
aujourd'hui. C'est pas des grands musées avec des Mhm. grandes salles d'exposition, puis Mhm. une collection permanente, mais une exposition permanente, Ouais, ouais, temporaire. ouais, ouais. Tu sais, bref, c'est vraiment des petits musées qui Mhm. servent plus à l'usage personnel du régiment pour, par exemple, les nouvelles recrues puissent en OK. connaître davantage sur l'histoire et ainsi de suite, Mhm. et pour entreposer leurs objets. Ah, c'est intéressant, ça. Ça veut Oui, dire que le public cible, d'abord les recrues. c'est les recrues, c'est aussi la Ah, famille éloignée, par exemple, des régiments. Par ah, exemple, OK, si intéressant, ça. si, mettons, tu avais un grand-père qui était membre du régiment, tu peux aller Mhm. aussi visiter le musée et tout. Naturellement, les musées sont ouverts à tout le public, on y Oui. reviendra, Mhm. mais le public cible est vraiment pour la famille très élargie OK. du Donc, ça régiment. fait partie du renforcement de l'esprit de corps, on pourrait dire. Oui, carrément. Ah, c'est intéressant. C'est une fonction muséale qu'on étudie peu Il y a dans la vraiment. muséologie montréalaise Ouais, ou, en général. C'est intéressant, mais cet je pense que aspect-là. dans la muséologie en général, on parle beaucoup maintenant des musées canadiens, pas musées canadiens, ben, des musées de guerre en général. Mhm. Mais ces genres de petits musées-là régimentaires, c'est c'est un angle mort pour l'instant. Ouais, c'est une muséologie qui a une fonction militaire, en fait. C'est Totalement. intéressant. Ouais. OK. Mais excuse-moi, on ferme la parenthèse de ça, mais oui, c'est les étudiants en muséologie autour de la table qui sont vraiment intéressés par cet aspect-là. Fait que souvent, par exemple, c'est comme je dis, c'est vraiment des petits musées. C'est vraiment souvent 1 à 2 pièces OK. en marge des locaux du régiment. Avec, on rentre là, puis c'est comme une caverne d'Ali Baba. C'est OK. plein d'objets partout. On est dans le cabinet de curiosité un peu. Un peu dans ce sens-là. Ouais, OK. Ouais. En fait, je pense que une des phrases qu'un responsable m'avait dit Mhm. à Rameur, c'était il y a une muséologue qui m'a dit que, tu sais, Ron, en muséologie, less is more. Mais moi, je pense que more is more. More is more. Il faut juste Ouais, mettre ouais. le plus d'objets possible pour témoigner. Puis c'est comme, bon, c'est pas la muséologie moderne, mais Non, non. j'apprécie la vision. Mais ça a son charme, hein, la muséologie ancienne avec more is more. Là, c'est pas mal aussi, honnêtement. Là. Ah oui, puis honnêtement, ces musées-là, encore une fois, c'est niaiseux à dire, mais ils ont vraiment leur charme. Mhm. Ils ont sincèrement un charme Non, là-dessus. comme muséologue, Julien, toi et moi, on est des contre-révolutionnaires. Donc, c'est correct. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est des petites pièces, vraiment comme caverne d'Ali Baba. Mhm. Il n'y a pas comme de grandes expositions permanentes ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre des grandes étagères, des grandes vitrines avec des objets qui sont là pour illustrer les moments forts des régiments qui sont naturellement les guerres mondiales, mais aussi leurs petits moments, type quand ils ont remporté une compétition ou quand ils ont changé d'uniforme et ainsi de suite. Et une des phrases clés que j'ai entendues quand j'allais visiter le Maisonneuve, c'était l'idée que le musée est absolument partout. OK. Dès qu'on rentre, Le musée, c'est le manège. le musée, c'est le manège. OK. On va dans n'importe quelle pièce, il y a une étagère avec genre plein d'objets, avec leurs petits carnets et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment impressionnant. OK. Et qu'est-ce qu'on voit? Tu en as parlé un peu, mais si tu pourrais élaborer sur le contenu de ce qu'on voit dans ces musées-là? Mais naturellement, c'est beaucoup des objets qui appartiennent au régiment. Donc, j'ai mentionné, c'est des uniformes, ça va être des médailles, ça va être des photos aussi, OK. des carnets du journal intime, par exemple. Je me rappelle aussi, je pense, que l'OFMR, il y a beaucoup de leurs soldats qui ont été des prisonniers de guerre, donc ça va être des menottes qu'il y avait quand ils étaient dans les camps prisonniers Ah allemands. oui, OK. C'est vraiment des objets qui vont vraiment parsemer cette vie-là du régiment. Un autre élément que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de fusils. Ah oui, OK. Ils ont énormément de fusils. On parle de fusils qui sont dans leur collection, là. C'est plus Oui. des vrais fusils. C'était des vrais fusils, mais ils ont Oui, été oui. désactivés. OK. Il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Tout va bien, tout est en D'accord, sécurité. Tout est rapporté aussi aux autorités concernées. Est-ce qu'il y a des arsenaux aussi dans ces manèges Oui. militaires-là? Il y a des vrais arsenaux? Je me suis toujours posé la question. Ils ont des vrais arsenaux. Parce que ouais. je fais une petite parenthèse, Julien, mais ma dernière visite à la Citadelle de Québec, j'ai posé la question, est-ce que vous avez vraiment un arsenal? Et le pauvre guide était incapable de me répondre, ou je ne sais pas s'il ne pouvait pas me répondre ou s'il ne voulait pas me répondre. Mon Dieu, là, j'ai peut-être dit un secret que j'aurais pas dû dire, mais ouais, à ma connaissance. Tu révèles des secrets militaires. À ma connaissance, parce qu'en visitant, j'avais passé Ouais. à côté. Il y a un champ de tir. Ils ont un champ de tir, OK. Je me rappelle plus c'est quoi, un quartier-maître, un quartermaster. Oui, un qui s'occupe quartier-maître, de- tu sais, naturellement, c'est pour leur fonction militaire, mais oui, ils ont des fusils anciens. OK. Ils ont des lance-grenades, ils ont tout. On dit, tu rentres là, puis t'es Magnifique. Je suis pas particulièrement fan des armes à feu, mais c'est impressionnant sur le coup. Oui, c'est impressionnant. Et ouais. un autre type d'objet aussi que je trouve intéressant, c'est toute la question du butin de guerre. OK, ah oui. Parce que j'ai mentionné avec la Deuxième Guerre mondiale, naturellement. Pour Ouais, eux autres, ouais, c'était ouais. l'idée de. On fait nos preuves militaires en tant que régiment, on fait nos preuves militaires en tant qu'unité militaire. Et la meilleure façon de montrer qu'ils ont fait de leurs preuves, Ouais. c'est en capturant des objets qui ont appartenu à l'armée allemande. Donc, ça va être. On va être honnête, ça va être des drapeaux nazis. OK. Sur le coup, ça frappe un peu, mais après ça. ça doit, ouais. Mais ils sont tous comme. Mais ils sont tous. Non, c'est pour. Oui, c'est C'est parce nous qu'on ne les a sommes pas des capturés. nazis, on les a capturés. Exactement.
Encore une fois, sur le coup, ça étonne. Ouais, Ça va être, ouais. ça va être des casques allemands, ça va être des OK. armes aussi, des Mhm. mitrailleuses. Ah oui, des mitrailleuses allemandes aussi qui ont ramassé Ah ça. ouais, OK. N'importe quelle affaire qu'ils ont trouvée en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tout ramené ça. OK, Puis c'était comme, le regardez, butin de guerre, là, c'est ouais, ça. OK. on a gagné. Donc, Ah oui, c'est intéressant. c'est super intéressant. OK. Est-ce Donc, qu'on montre aussi l'expérience du soldat à travers tout ça? ça, c'est quelque chose, je te dirais, c'est plus dans la muséographie. OK, je fais une petite parenthèse. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est beaucoup dans les musées que j'ai visité avec le FMR et le RMR, et aussi d'autres musées ont des expositions virtuelles que j'ai pu jeter un œil. Mais le RMR a fait une petite exception. Ils ont mis à jour leur exposition permanente. OK. Très récemment, ils ont engagé un muséologue pour ça. Puis c'est une muséologie qui est maintenant beaucoup plus moderne, OK. puis qui va, oui, comme tu l'as mentionné, mettre plus au centre l'expérience du soldat. Ah oui, OK. Donc oui, on va parler Ah, des c'est guerres intéressant. mondiales puis des Ouais. opérations militaires et tout, mais on va vous mettre aussi vraiment le quotidien du soldat en dehors de ces grands conflits-là, puis de sa vie, la vie régimentaire, l'exercice, les compétitions et ainsi de suite. C'est honnêtement, bon, les RMR, c'est nos partenaires avec Je me souviens, c'est nos grands amis, mais franchement, j'ai un certain biais, mais franchement, c'est une super belle petite exposition Ah, c'est permanente. Ils ont intéressant. fait un super beau remaniement de leur exposition Donc là-dessus. autant la vie régimentaire que la vie sur les champs de bataille. OK. Ah Ah, oui. c'est vraiment intéressant. Vraiment, ouais. Donc, beaucoup de fusils, tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres catégories d'objets qu'on retrouve qui... Oui, parce que ok, ça, c'est beaucoup les objets qu'on va retrouver au sein de leur espace d'exposition. Mais comme je l'ai mentionné, dès qu'on rentre dans les manèges, il y a des étagères absolument partout. OK. Vraiment, on peut pas regarder nulle part sans trouver quelque chose qui a au moins plus que 100 ans. C'est impossible. Et c'est beaucoup dans les messes des officiers. OK. On rentre là, puis c'est des méga grosses salles avec super prestigieux. C'était pour les commandants et ainsi de suite qui pouvaient aller là pour se détendre ou faire leur rencontre. Et là-dedans, il y a beaucoup d'objets qui sont exposés. Puis c'est plus des objets qui sont là pour moins guerriers et plus dans le quotidien. OK. Donc, ça va être beaucoup des photos, par exemple, de cérémonies ou de réceptions qui ont déjà eu il y a plusieurs années. Ça va être beaucoup des trophées, des médailles, ainsi de suite. Des lampes. OK. Ils aiment leurs lampes aussi. Ils aiment leurs lampes. Ah, Absolument. ouais, ils aiment leurs Je lampes. suis content qu'on en parle. Puis, en fait, un type d'objet que j'ai trouvé super intéressant, c'est quand j'ai visité le manège des FMR, c'est les chaises. OK. Ils aiment leurs chaises aussi. Ils aiment tellement leurs chaises. OK. Parce que c'est comme... L'idée, c'est que la chaise, c'est pas juste... ben oui, il y a le côté pratique de la chaise. Puis ça, Mathieu, on le voit en muséologie, par exemple, quand une chaise devient un objet, ce n'est plus une chaise, c'est rendu un objet. Tout à fait. Mais là-dessus, ils ont genre cette double fonction-là, que la chaise est aussi un objet qui est aussi une chaise. Ah, OK, d'accord. Donc, l'idée dans la tradition régimentaire, c'est quand tu deviens un officier, tu te fais donner une chaise et c'est ta chaise à toi. Ah, OK, donc il y a une signification militaire à travers ça. Exactement, OK, je comprends. exactement. OK. Puis dans le fond, dans toute ta période au sein du régiment, personne ne peut s'asseoir sur cette chaise-là, sauf toi. OK, C'est la donc tienne. la chaise appartient à une personne en particulier. Oui, puis même si cette personne-là, mettons, elle a quitté le régiment ou elle est décédée parce que c'est des chaises qui sont, encore une fois, qui sont Tout centenaires, à fait. ou même, ouais, qui sont centenaires, le nom de la personne reste toujours associé à la chaise. Ah, OK. Et on a vraiment cette idée-là que non, ça, c'est la chaise de tel monsieur. Ah Puis oui, le monsieur, c'est intéressant parce que les objets muséaux, c'est des objets qui sont... c'est ce qu'on apprend en muséologie, c'est des objets qui sont morts, en fait, d'une certaine manière. Mais en fait, dans ce cas-là, ils sont toujours vivants, en fait. Ils sont toujours vivants. Ah, c'est intéressant. Comme, il y a le côté pratique de justement, comme qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'est que ben oui, si on a une grosse réception puis on reçoit beaucoup de personnes, on va les sortir ces chaises-là. Sauf que si on sait que la personne qui appartient à la chaise va venir, on va lui laisser la chaise à lui, mais on va sortir les chaises. Mais il faut toujours rester en mémoire que cette chaise-là est aussi un objet muséal et c'est aussi un objet qu'on garde à nous. Et c'est un objet de mémoire, Oui. donc des personnes qui sont passées dans ce régiment. Exact. C'est vraiment intéressant. Tu vois, j'ignorais totalement cet aspect-là de la vie militaire. Quand En fait, tout le monde l'ignore, mais merci de nous éduquer là-dessus, Julien. Quand on l'a expliqué, j'avais genre les yeux gros de comme parce que mon esprit muséologue qui sortait, genre c'est tellement intéressant. Puis le monsieur qui était là, Guy Gosselin, le lieutenant-colonel pour le FMR, m'a dit d'expliquer ça, ben c'est une chaise, là. Reviens-en, tu sais. Oui, mais non, c'est ça. Non, mais c'est pas c'est juste plus. une chaise. Ça a une double, triple, voire même presque une triple signification symbolique. Mais dis-moi, Julien, aujourd'hui, l'activité dans ces lieux muséaux-là, muséaux patrimoniaux, ça ressemble à quoi? Mais là, en ce moment, sont beaucoup les responsables des musées, c'est beaucoup, comme j'ai mentionné, c'est beaucoup les anciens officiers au sein du régiment qui font ça sur leur temps libre. C'est beaucoup des bénévoles. OK. Sur une base participative. Exactement. Mais il y a quand même un certain mouvement de professionnalisation au sein des musées. OK. Fait qu'ils engagent de plus en plus, des bénévoles, plus ou des stagiaires ou des muséologues pour leur donner un coup de main pour, surtout en ce moment, c'est gérer la collection. Ah oui, OK. Parce qu'il y a une collection d'objets qui est absolument gigantesque. Pour tous les musées que j'ai visités, c'est vraiment fou. Et c'est beaucoup des objets qui sont extrêmement bien documentés, mais surtout à l'oral.
En fait, quand je visitais les manèges, quand je dis il y a des objets partout, puis pour de vrai, des fois, je m'amusais à tester les gars, je pointais un objet au hasard, puis je leur dis c'est quoi ça, puis ils pouvaient me le dire exactement qu'est-ce que c'était, mais j'ai pas l'impression que cette information-là, qui est normalement transmise à l'oral, est vraiment enregistrée. Mhm. Donc, je pense en ce moment, ils sont beaucoup dans le récollement de leurs objets pour OK. essayer de mettre à l'écrit toute cette information-là par Hmm. rapport à tous les objets, documenter qu'est-ce qu'ils ont, documenter les dons qu'ils ont, puis ainsi de suite. Ça, tu le sais, c'est un travail de très, très Oui. longue haleine. Pour les gens qui ne sont pas dans le domaine de la muséologie, un récollement de collection, c'est. Comment je pourrais résumer ça, Julien? C'est un genre d'audit, en fait. Oui, Des objets que vous avez dans votre collection, et puis vous vous questionnez sur chaque objet, puis vous vous demandez qu'est-ce que cet objet veut dire, puis surtout, est-ce qu'on le garde ou pas? Souvent, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. On revisite, en fait, la collection qu'on a, exact. et on la documente davantage, en fait. Exact. Mais OK, fin de la parenthèse muséologique. Ben, puis sinon, en fait, qu'est-ce que j'en remarque? Il y a beaucoup un espèce de... le tournant numérique dans les musées... Les musées militaires n'ont pas été épargnés de ce tournant-là. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de musées régimentaires qui se tournent vers le web pour essayer de transmettre leur collection. Puis ça, là-dessus, j'apprécie réellement leurs efforts, à quel point beaucoup de musées régimentaires ont vraiment mis en ligne leur collection. Puis ils ont, avec des photos, des descriptions et tout. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment un super gros travail qui a été mis là-dessus, qui est vraiment génial. Au niveau du... encore une fois, nos partenaires principaux, c'est le musée du RMR. C'est mes amis, fait que j'ai un certain biais. Mais ils font aussi des projets qui sont super stimulants de leur côté. Récemment, par exemple, ils ont fait une carte interactive de Westmount, où est-ce que sur la carte, il y a différents points montrant où est-ce que différents vétérans ont habité mettons, dans telle maison, Ah où oui, il y a OK. aussi un monument militaire là et tout. Puis c'est vraiment l'idée de genre, tu sais, mettre en lumière le patrimoine militaire de Westmount. Puis je pense que c'est une carte interactive qui a été faite en association avec une des écoles de la région, si je ne me trompe pas. OK. Bref, c'est vraiment un gros projet qu'ils ont fait, puis Ah, c'est c'est intéressant. super cool. C'est OK. vraiment, vraiment cool. Mais ça, bon, ça, c'est la RMR, mais je sais aussi que tous les autres régiments montréalais font tous leurs projets. Je veux dire, ils ont des idées tout le tour de la tête. C'est super, super impressionnant. Donc, j'imagine que ça repose tout ça aussi sur une espèce de... tu dis que c'est bénévole et participatif, donc j'imagine que c'est des gens à l'intérieur de ces régiments-là qui doivent avoir acquis une espèce de connaissance immense. C'est des encyclopédies sur pattes. Ah ouais, c'est ça. Ah, franchement, là. Il faut que ça se transmette, ça. Exact. Sinon, ça va oui. disparaître. Exact. Puis tu sais, ils connaissent eux-mêmes aussi, par exemple, que oui, au sein du régiment, ils vont toujours trouver un passionné d'histoire pour reprendre le flambeau. Ouais. Mais s'il y a un projet d'expansion qui va être fait, ça prend un peu quand même des professionnels. Ouais, je comprends. Mais ils ont quand même une certaine... j'ai pas envie de dire une réticence, mais ils ont quand même une certaine hésitation à laisser carrément ça à des civils. Ils veulent vraiment regarder ça au sein des militaires parce que pour eux autres, c'est un patrimoine qui est naturellement super important. Puis ils veulent vraiment que ce soit un narratif qui soit protégé par eux-mêmes. Ah, je comprends. Fait que oui, ils vont engager des personnes pour différents petits projets ou ainsi de suite, mais c'est très in-house. OK. Ce que je trouve absolument correct, en fait. Oui, bien sûr, c'est eux qui sont le mieux placés pour en parler, c'est certain. Exact. Oui. Écoute, Julien, on arrive maintenant, malheureusement, à la fin de l'émission. Et c'est vraiment intéressant de constater, en fait, comment l'histoire de ces régiments montréalais, c'est vraiment une réalité qui est ancrée dans l'histoire de la métropole, à travers donc les traces visibles dans le patrimoine bâti, dans la trame urbaine, à travers justement les manèges militaires, des choses qu'on voit mais qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît un petit peu plus aujourd'hui. Je l'espère. Oui, je l'espère aussi. Et puis, c'est un aspect de l'histoire montréalaise qui est encore très méconnu, mais un petit peu moins aujourd'hui. Je t'en remercie. On n'a pas une grande fierté du militaire à Montréal, mais quand même, on peut dire, corrige-moi si je me trompe, que finalement, tout ça est très bien intégré dans la trame urbaine à Montréal. Oui, quand même. Je veux dire, je pense que, tu sais, on a mentionné par exemple le château du FMR. Ouais. Quand tu parles du château, tout le monde à Rosemont sait de quoi on parle. Oui, absolument. Tout le monde est au courant que ces manèges. Non, c'est pas vrai. Plutôt, je pense que les manèges sont réellement bien intégrés au sein du patrimoine, au moins visuel de Montréal et tout. Mais même aussi, en termes, il y a réellement un attachement, selon les responsables des musées que j'ai rencontrés, ils ressentent eux-mêmes un réel attachement entre Montréal et leur propre régiment. Ils vont mentionner, par exemple, que beaucoup des nouvelles recrues qui viennent au régiment, c'est des personnes qui connaissent le château par proximité ou qui connaissent, par exemple, le manège par proximité, puis qui se décident, j'ai envie de rentrer dans l'armée, fait que je vais aller là. Il y a un côté, naturellement, de proximité, de genre, tu sais, c'est proche de chez moi. Mais il y a aussi réellement une proximité aussi, j'ai envie de dire, un peu émotionnelle. Parce que beaucoup de nouvelles recrues vont mentionner que j'ai un grand-père qui était dans le régiment de Maisonneuve, ou j'ai un oncle qui a été à tel régiment, puis je veux perdurer ça, cette tradition-là. Une attache locale. Il y a réellement une attache. Puis, tu sais, j'ai pas envie de dire que
à Montréal, on a une fierté du militaire ou quoi que ce soit, mais je le vois vraiment plus comme un signe que ces manèges-là sont maintenant complètement intégrés dans la vie de Montréal. Donc, on suggère aux gens qui nous écoutent d'aller visiter ces manèges-là. Oui, totalement. Si les gens en ont la possibilité. Comme je dis, les visites, c'est pas partiellement ouvert au public, mais c'est vraiment très possible d'aller les visiter. Il faut juste aller contacter les régiments. Je pense que tous les coordonnateurs, les coordonnées, de tous les directeurs des musées sont présents. Envoyez un courriel, appelez-les au téléphone, puis je suis sûr que ça va être facile de pouvoir aller les visiter. Sûrement. C'est vraiment... Honnêtement, la visite en vaut la peine. C'est super beau à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et pour les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés par le contenu de l'organisation pour laquelle tu travailles, qui s'intitule « Je me souviens », tout ça est disponible gratuitement sur leur site Internet, qu'on va mettre en lien sur nos réseaux sociaux, donc tout comme vos expositions itinérantes. Je signale d'ailleurs à ce titre que ton organisme, Je me souviens, vient tout juste de sortir une exposition sur la campagne d'Italie, qui est disponible sur le site Internet jemesouviens.org. C'est disponible notamment pour les écoles. Oui. Alors, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On aurait pu faire 2 émissions sur le sujet. Et c'est maintenant donc la fin de l'émission. Un grand merci au toujours excellent Antonin Viss à la prise de son et au montage de nos émissions. Et vous pourrez retrouver, bien sûr, notre histoire en tête la semaine prochaine à l'antenne de Radio Ville-Marie et sur la chaîne YouTube de la Société historique de Montréal. Merci beaucoup, Julien Lehoux. Merci à toi, Mathieu. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.